Eh bien, bonjour à tous, plutôt bonsoir. Merci d'être venus aujourd'hui. Moi, je vais vous parler d'une petite histoire du web. Euh, on va explorer et naviguer à travers le temps. Alors, avant de commencer, je fais juste une petite aparté sur moi. Donc, je m'appelle Simon Pillon, je travaille chez Absid, qui est maintenant CGI. On sera officiellement CGI à la fin du mois. Je suis développeur full stack. Alors, pas PHP malheureusement, mais plutôt Java, C Sharp, Angular, etc. J'aime bien toucher à tout, hein. Je suis très curieux, j'ai envie d'apprendre. Et c'est ma curiosité d'ailleurs qui m'a emmené à faire ce talk aujourd'hui. Petite photo de moi à La Réunion, mais c'est lié à mon histoire avec Abside. Alors, donc tout commence en 1992 quand Ah non, pardon, excusez-moi. Non, on va vraiment parler des navigateurs aujourd'hui. Donc je vous ai affiché les 4 plus grands communs, on va dire, navigateurs. Je pense que vous les connaissez tous. Euh, On pourrait se dire comme ça que les navigateurs, ils n'ont rien en commun. Mais si je vous disais que Mozilla Firefox n'aurait jamais vu le jour sans Internet Explorer, que Apple a trahi Microsoft en créant Safari, que Google a décidé lui aussi à son tour de trahir et Mozilla et Apple pour créer Google Chrome, et que finalement Edge aujourd'hui c'est juste un navigateur Chromium. Et bien si ça vous intéresse, je vous propose de se plonger dans cette histoire. Et bien comme il faut un début à tout, je vous propose de commencer ici. Je ne sais pas si vous connaissez tous cette personne, cette photo est assez célèbre. Je vous présente Tim Berners-Lee en 1989. Il a 34 ans et Tim, c'est un physicien informaticien britannique. Jusqu'à là, rien de très fou. Il travaille au CERN sur l'acquisition et le traitement des données. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le CERN, c'est le Centre européen pour la recherche nucléaire et c'est en Suisse, juste à côté de la frontière française. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à cette époque-là, en 1989, le CERN, c'est pas du tout un laboratoire isolé. C'est une vaste communauté qui regroupe à peu près 17 000 scientifiques dans plus de 100 pays, que ce soit universités, euh, docteurs, etc. Donc ce que j'ai dit, Steam il travaille sur l'acquisition et le traitement des données. Il utilise beaucoup de documents hypertextes. Et c'est là le cœur de notre sujet. Un document hypertexte, pour faire simple, selon la définition, c'est un document qui contient des liens vers d'autres documents. Voilà. Il travaille à ce moment-là au CERN sur un réseau qui s'appelle ARPANET. Bon. Mais ce réseau, il n'est pas du tout optimal pour naviguer et partager des documents. Et ça tombe bien. Alors, juste avant, je vous montre une petite carte logique du réseau ARPANET pour, voilà, pour vous montrer un petit peu la bête. Bon, vous y comprenez sûrement pas grand-chose, moi non plus, et c'est pas l'objet de ce talk, heureusement. Mais ça tombe bien parce qu'en 1989, le CERN il décide d'utiliser le protocole TCP/IP. Et Tim, il a une idée dans sa tête, ça fait explosion. Et du coup, Tim, il va réfléchir et il va proposer un document qui s'appelle Information Management a Proposal. Donc c'est un document encore célèbre aujourd'hui et qui pose et qui définit vraiment les bases du web. Alors, je vous ai mis une photo du document qu'on peut d'ailleurs retrouver sur le site du CERN. C'est un scan en fait, de la version manuscrit. On peut lire en haut vague mais intéressant de la part de son manager. Donc c'était sûrement un signe de bon augure. Donc ce document, alors attends, juste avant je voulais vous montrer à quoi ressemble. Donc avec ce document en fait il a sorti une première version d'un navigateur que je vais pouvoir vous montrer puisqu'il a été... Ah non c'est juste après, tant pour moi. Je suis un petit peu emballé. Ah, super. Voilà. Donc dans ce document, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aujourd'hui des termes qu'on connaît aujourd'hui naturellement. On a la notion de web, donc un réseau de liens, ça s'appelle le web. Le fait de passer d'un nœud à un nœud, ça s'appelle la navigation. Et on a aussi le terme de hypermédia pour tout ce qui est documents autres que les documents. Donc on va avoir les images, les vidéos, l'audio, etc.
dans ce document, on retrouve les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui, à savoir les adresses web, le langage HTML, donc un langage de balisage, le protocole HTTP et le premier serveur HTTPD. HTTPD, peut-être que ça ne vous parle pas. Aujourd'hui, on connaît plutôt sur le nom de Apache. Apache est un dérivé d'HTTPD. Et du coup, c'est là où je peux vous montrer le premier navigateur qui a été fait par Tim. Donc ça, c'est un projet du coup, qui a été porté par le CERN et ils ont remis en ligne en fait, ce premier navigateur. Donc, je ne vais pas y passer longtemps, mais ce qui est rigolo, c'est qu'on peut, du coup, on peut créer des documents. Donc là, je peux créer une page web. Et puis, même si c'était le premier navigateur, on peut même l'éditer. Enfin, c'est un navigateur et un éditeur HTML. Donc voilà. Je reviens à ma présentation. Le seul souci, à cette époque-là en tout cas, c'est que ce navigateur, il peut tourner que sur un ordinateur Nextcube. L'ordinateur Nextcube, c'est celui-là. Donc ça, c'est une photo qui est tirée du musée qu'on peut trouver au CERN. Il y a un musée dédié justement au web. Et cet ordinateur, pour l'époque, c'est un ordinateur très puissant. C'est environ 60 mégas de RAM. Ça a un processeur Motorola à 75 MHz et puis c'est en 32 bits. Alors pour faire une petite comparaison avec les processeurs actuels, aujourd'hui on est plutôt sur 4 GHz avec plusieurs cœurs. Là on parle même pas de cœur. Hein. Et donc par comparaison, un ordinateur d'aujourd'hui c'est 6000 à 12 fois plus puissant que ce qu'avait Tim à l'époque. Alors que c'était vraiment une bête de compétition. Mais du coup c'est pas du tout diffusable, parce qu'il faut avoir un ordinateur, un Nextcube, et même au CERN, il n'y en a pas beaucoup qu'on ont, même dans le réseau de scientifiques, enfin, c'est vraiment très rare. Alors du coup, avec son collègue, ils vont retravailler le projet, et ils vont sortir en 91 un navigateur en ligne de commande. Voilà, et donc avec ça, ils vont mettre en ligne, et ils vont aussi mettre en ligne un lib3w, qui est une librairie de rendu HTML. Donc le lien est également, on peut également retrouver ce projet sur le site du CERN. Alors du coup, une fois que Tim il a créé ça, avec son collègue, l'idée c'est vraiment de le diffuser dans tout son réseau de scientifiques, etc., pour que ça se propage. Donc le 6 août 1995, Tim il rend le projet public dans un message publié sur Usenet. Usenet c'est juste un forum, enfin, pour faire simple. Il crée des listes de diffusion pour annoncer les nouveautés sur lesquelles il travaille, hein, c'est vraiment les changelogs. Donc là, je vous ai mis une petite capture d'écran de ce qu'on aurait pu avoir à l'époque si on était dans la mailing list. Donc là, c'est un mail où Tim il dit, bah voilà, je vais commencer à faire des mailing lists. Si vous voulez vous intéresser au sujet, vous pouvez souscrire, vous abonner en tout cas à ces listes de diffusion. En 1993, donc le 30 avril, le CERN renonce aux droits d'auteur sur tous les logiciels du 3W. Et du coup, ça permet de les faire tomber dans le domaine public. Et c'est vraiment hyper important. En 1994, pour continuer un petit peu, on a la première conférence du 3W. Et pour en finir avec Tim, même si on en reparlera un petit peu après, il quitte le CERN en 1994 pour rejoindre le MIT et fonde le W3C, qui est du coup l'organisme de standardisation du web aujourd'hui. Et il est encore à la tête de ce consortium encore aujourd'hui. Donc c'est bien, il a créé son navigateur, il l'a mis en ligne, il est public, et du coup, il va le diffuser. Donc là, on est en 92, aux États-Unis. On a un jeune étudiant qui s'appelle Pei Wei, qui est étudiant à l'Université de Californie. Il est passionné d'informatique et il fait partie d'un groupe d'étudiants également passionnés qui s'amusent à découvrir les logiciels à interface graphique. Lui, il découvre le logiciel HyperCard. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est un logiciel à interface graphique, mais il est que sur Mac, donc il n'est pas du tout compatible Unix. Et bien du coup, un développeur qui voit un problème, il va créer une solution, il va créer le langage de programmation Viola, toute somme classique. Et avec ça, du coup, il va sortir entre guillemets, le premier navigateur à interface graphique, puisqu'on a vu Tim en avait sorti un, mais voilà, le débat est ouvert. Et ce qui est assez fou avec ce navigateur, cette première version,
c'est que déjà à l'époque, c'est le premier à avoir implémenté les tableaux, les formulaires, les scripts et le style. Alors quand je dis script et style, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui, puisque voilà, on a l'équivalent de ce qu'on avait à l'époque. Donc on a à gauche une feuille de style du navigateur, et puis aujourd'hui ce qu'on pourrait retrouver en version CSS. On a l'incorporation d'objets dynamiques, donc différents objets, donc des liens hypertextes notamment, et puis les scripts. Donc aujourd'hui l'équivalent JavaScript. Bon pareil, cet étudiant il va travailler sur son logiciel, sur son navigateur, il va publier quelques versions, et puis on aurait pu s'arrêter là. Je vous présente Mark Andreessen. Il a 22 ans en 1993 et il vient d'être diplômé d'une licence d'informatique et il travaille en tant que développeur pour NCSA, donc National Center for Supercomputing Applications. Et lui, il s'est familiarisé avec les normes de Team quand il était étudiant. Et malheureusement, il trouvait ça un peu complexe et nécessitait des compétences avancées en programmation, en tout cas de ce qu'il avait compris de ce que expliquait Tim. Et c'est après avoir découvert le navigateur Viola 3W, à la fin de l'année 92, qu'il va travailler avec un collègue à la création d'un navigateur graphique portant sur une large d'ordinateurs et pas seulement Unix. Donc on aura Windows, Mac et Unix. Donc c'est le lancement du navigateur NCSA Mosaic, lancé en 1993. Et du coup, on a plusieurs versions de ce navigateur, X Mosaic pour Unix, Mac Mosaic et Windows Mosaic. Il intègre aussi, dès sa publication, le fait d'avoir des images de type GIF et XBM, et aussi la création des formulaires avec la version 2. Le NCSA à l'époque distribuait gratuitement le navigateur avec le code source libre, dont le but c'était vraiment de diffuser ce navigateur-là. Je continue un petit peu mon histoire, mais en revenant un petit peu en arrière. Alors, on est en 1982, enfin en 1982 plutôt, James H. Clark, donc cet homme-là, il fonde la société CGI avec quelques collègues. Il conçoit des stations de travail spécialisées dans le traitement graphique. Et il rejoint le développement de ce navigateur en 1993. Et du coup, il fait la rencontre de Mark. Et entre les deux, le fil va bien se passer. Hein, et ils vont créer ensemble la Mosaic Communication Corporation. Bon, pour des soucis de droit évidents, ils vont renommer ça en Netscape Communication Corporation. Mais en tout cas, en 1994, c'est la naissance de Netscape. Et ils lancent très rapidement leur premier navigateur, Netscape Navigator. Donc c'est assez rapide, hein, ils mettent quelques mois à mettre ça en ligne, hein, puisque du coup ils avaient quasiment récupéré tous les développeurs de NCSA Mosaic, donc ils sont repartis d'un nouveau projet, mais ils connaissaient déjà bien le développement, donc ça a été plutôt vite. On a plusieurs innovations, bon, tout comme l'ancien, puisqu'on veut faire mieux. Chargement dynamique, ça peut paraître bête, mais les anciens navigateurs, du coup, il fallait attendre que la page est chargée pour l'afficher. On a une interface graphique un peu plus moderne avec une navigation simplifiée. On retrouve les boutons de navigation en haut, le rechargement de la page. On a la barre de recherche qui se trouve ici. Donc c'est vraiment c'est un peu eux qui ont posé la norme sur tous les navigateurs d'aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un peu à cette époque-là où on a commencé à avoir les pages de pub avec les URL. Donc les grands panneaux publicitaires avec les URL, etc. Donc on a une version 2 qui sort l'année suivante et ils intègrent le JavaScript. Alors selon la légende, le langage aurait été créé en 10 jours, en mois de mai 1995. Et cette personne qui a créé le JavaScript, c'est aussi la personne qui a créé le navigateur Brave, si vous connaissez. Cette version 2, elle intègre des plugins, alors pas des extensions, vraiment des plugins, donc plugins Flash, plugins Java. Des frames HTML pour les layouts un peu plus complexes, un client mail et lecteur de news intégré. Et on a aussi à cette époque l'apparition du nom de code Mozilla pour désigner le code source du navigateur. Selon la légende, encore une fois, Mozilla viendrait de Mo pour mosaïque et Zilla pour Godzilla, une référence à Godzilla. Et ça signifierait le tueur de mosaïque, puisque vraiment ils sont venus de mosaïque pour le battre sur le marché.
Pour en revenir à NCSA, eux, ils vont créer une entreprise qui s'appelle Spyglass et en fait, ils vont commercialiser plusieurs solutions à travers cette entreprise, notamment Spyglass Mosaic. Alors, même s'il y a Mosaic dedans, ça n'a aucun lien direct avec le navigateur que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est vraiment juste le nom pour marquer les esprits, je pense, en tout cas. Et dans sa conception, il était fait pour être intégré dans d'autres produits. En parallèle, en 1993, on a Microsoft. Alors en 1993, Microsoft, bon, le web, ça les intéresse pas trop. Eux, ils travaillent surtout sur Windows 95. Donc pour l'instant, ils sont un peu de leur côté. En août 95, on a Netscape qui rentre en bourse. Et là, un peu surprise générale, c'est une des premières entreprises tech qui est vraiment cotée haut en bourse. Et ça en impressionne certains, sûrement Microsoft du coup. MSN lance en parallèle, Microsoft lance MSN du coup. Spoiler, c'est un échec. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont racheter les droits à Spyglass pour 8 millions de dollars. Et de là, ils vont sortir Internet Explorer 1, qui est du coup, lui, une vraie copie de l'ancien navigateur. Et là, c'est un peu la guerre des navigateurs. Hein. Ça reste dans l'histoire web quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits. Donc, Internet Explorer, pour vous montrer, alors ça a pas, c'est un petit peu plus joli que la version Spyglass, mais ça révolutionne pas non plus grand-chose. La seule différence, c'est qu'eux, commence à être inclus dans les licences Windows. J'en reparlerai un petit peu plus tard. 3 mois plus tard, ils vont ressortir une deuxième version. Alors là, pour le coup, cette version, ils l'ont vraiment beaucoup travaillé. Déjà, c'est leur version. C'est une version cross-platform. Là où tout à l'heure, on avait 3 versions différentes. Là, c'est la première version qui est cross-platform. On a le support du JavaScript, du coup, qui avait été créé quelques années auparavant. Gestion des frames, support du SSL, les cookies, qui nous embêtent encore aujourd'hui, et support HTML 2 et 3. En 96, on a Internet Explorer 3, fourni également avec les mails et les news. Alors, news, du coup, ça a été renommé en Outlook, mais voilà, c'est sorti à cette époque-là. Et on a le support du CSS, pour faire un petit peu de design. En 97, on a Internet Explorer 4, support des favicons, beaucoup plus rapide, moins de bugs. Et à cette époque-là, les bugs, c'est pas juste ma page elle a un peu de travers, etc. C'est un crash du navigateur. Donc moyen de bugs, plus l'utilisateur il est content. Et on a l'introduction ce qu'on appelle un moteur de rendu. Donc là, on a MS-HTML qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Trident. Netscape dans tout ça, il voit un peu toutes ces versions d'Internet Explorer et il commence un peu à paniquer. Déjà, ils vont sortir une version 4 et ils vont renommer en Communicator. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus juste un navigateur, c'est mail, news, etc. Ça devient très lourd. On a même un éditeur HTML qui est dans cet outil-là, client mail, calendrier, etc. Pour cette version-là, au début du développement, ils vont utiliser le JCSS. Ils se sont dit, le CSS, c'est sûrement pas terrible, on va faire à notre sauce. Et quand ça sort, c'est plus long qu'Internet Explorer 4. Les pages faites par les développeurs, c'est de plus en plus lourd, plus en plus d'images, le script, etc. Et tout ça, vu que c'est dynamique, ça met du temps à charger. Donc l'utilisateur, il est pas content. Il y avait de plus en plus de bugs, de crash, donc là, c'était vraiment un peu la catastrophe. Et même sur la fin du développement, ils ont dit, finalement, le CSS, c'est pas mal, donc en fait, on va faire marche arrière, on va créer un convertisseur pour convertir le JCSS en CSS, c'est un peu le bordel. Donc pour illustrer tout ça, on a ce graphique qu'on peut trouver sur Internet. Donc au début des années 96, Microsoft, c'est 3 à 9%, on va dire, des parts de marché. Et on a vraiment une explosion. Donc j'ai pas forcément expliqué le graphique, effectivement. On a du coup toutes les années en bas et on a le pourcentage de parts de marché sur l'axe des ordonnées. Donc en vert c'est Netscape, en bleu c'est Internet Explorer.
Donc au début de l'année 96, Internet Explorer, Netscape, pardon, c'est quasiment le monopole sur le marché. Et en fait, d'année en année, avec les différentes versions des navigateurs, eh ben, Microsoft va grignoter, voire même carrément dépasser Netscape, à un point où vraiment dans les années 2000, Netscape, c'est un peu compliqué. Alors qu'est-ce qui va expliquer cette chute très rapide? En fait, déjà d'une part, Microsoft, ils vont réussir à convaincre les fournisseurs d'accès Internet et les fabricants d'ordinateurs, ils vont distribuer Internet Explorer à ces gens-là. Pour favoriser du coup le lien avec Windows. On a aussi le fait que, vu que c'était un peu la guerre entre les deux, chaque navigateur crée des normes sur le HTML, ils créent leurs propres balises HTML, etc. Et du coup, les développeurs devaient un petit peu choisir entre est-ce que je le fais tourner sur Internet Explorer, est-ce que je le fais tourner sur Netscape, etc. On a même des tags qui étaient sur les sites en disant bah, mon site, en fait, il est mieux optimisé sur Internet Explorer plutôt que Netscape. C'est vraiment la guerre. Donc c'est tout ça qui explique que, voilà, qu'en quelques années, on se retrouve à une inversion de la tendance. Mais du coup, bon, bah, Netscape, ils sont pas très bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour contrer Microsoft? Bon, bah, on va sûrement sortir un nouveau navigateur. Donc ils annoncent le développement de la version 5. Jusqu'à là, rien de très surprenant. Par contre, ce qui est un peu plus surprenant, c'est qu'ils vont créer une organisation mozilla.org. Okay, et en fait, ils vont annoncer ouvrir, rendre open source en fait, le code de leur navigateur pour contrer Microsoft. Quel était leur objectif? En fait, ils espéraient que pour contrer Microsoft, qui est quand même une grosse machine à l'époque, que plus il y avait de monde pour développer, bah, plus vite on irait dans l'amélioration du logiciel. C'est pas forcément une mauvaise idée en soi. On a l'image du logo à l'époque, que je trouve assez rigolo. Pour illustrer cette guerre des navigateurs, on a un documentaire qui s'appelle Code Rush, qui est trouvable sur YouTube, qui dure à peu près 1 heure. Et en fait, c'est quelqu'un qui suit toute l'équipe de développement pendant 1 an. Voilà. À ce moment-là de la vidéo, on est à peu près dans le rush, c'est à peu près vers la fin de l'ouverture du code source, et il y a encore des bugs vraiment très, très sombres, on ne sait pas pourquoi il y a ces bugs-là. Et le problème dans ces gros logiciels, c'est que souvent il y a quelques personnes qui connaissent une grosse partie du code un peu caché. C'est un peu le cas de cette personne-là, Jeff. Alors pour vous mettre dans le contexte, donc il y a Jeff qui se trouve ici, voilà, ça fait déjà plusieurs jours où il est un peu dans le dur à corriger les bugs, et c'est vraiment, il reste, disons, c'est la fin de la semaine où il faut vraiment livrer le projet. Et à gauche, en fait, il y a le chef de projet, aka le Scrum Master, en fait, qui vient le voir et qui lui dit bah, en fait, il y a ces tickets-là encore à jour, t'en es où, etc. Et du coup, lui, avec son stylo, il va dire bah ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est en recette. Enfin, c'est vraiment une petite aparté que je trouvais assez rigolote par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Bon, open source du code, et puis ok, qu'est-ce qui va se passer? Bon, bah effectivement, dans les heures qui ont suivi l'open source du projet, il y a des milliers de téléchargements qui ont été constatés, et puis ça a fait grimper en bourse Netscape. Mais malheureusement, en fait, c'est se tirer une balle dans le pied, puisque Netscape, j'en ai pas forcément parlé, mais avait déjà un combat financier contre Microsoft. Et en fait, ils n'étaient pas forcément assez développés pour gérer tout cet afflux de code à intégrer. Et au final, ça mettait en péril la stabilité de l'outil, qui était déjà pas très stable à l'époque. Du coup, on est en fin 98, donc ça a été vraiment très vite. Les actions de Netscape ne valent plus rien, et l'entreprise elle est rachetée par AOL. Bon, c'est mieux que se faire acheter par Microsoft, c'est sûr. Voilà, du coup, suite à ça, Netscape a annoncé qu'il fallait à peu près 1 an pour rendre le code source clean, donc qu'il y avait encore du code propriétaire dedans. Et ils ont annoncé que tous leurs efforts se basaient sur la version 5 de ce navigateur. Mais trop coûteuse en temps et en ressources, cette version elle a été tout bêtement annulée. Et du coup, en contrepartie, ils se sont dit on va se concentrer sur, on va repartir un peu de zéro, vu qu'il faut nettoyer le code de toute façon, on va créer un nouveau moteur de rendu. Donc ils ont créé le moteur Geeko, qui s'appelait avant NG Layout, et ils vont sortir en 2000
Netscape 6 du coup, donc on skip directement la version 5 en 2000 basée sur Geeko. Par la suite, en 2002, ils vont sortir Mozilla 1.0. Après avoir nettoyé le code, avoir travaillé le moteur, etc., corrigé les bugs, on va avoir cette sortie-là. En 2003, AOL, qui avait racheté 5 ans plus tôt l'entreprise, licencie la majorité des personnes qui travaillent sur Mozilla. Le jour même, ils vont créer la fondation Mozilla. Je pense que c'était un petit peu discuté. Et cette fondation existe toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Il y a eu plusieurs versions qui ont suivi de Mozilla jusqu'en 2005, mais il n'y a jamais eu une version 2. Ça a toujours été Mozilla 1.2, 1.3, etc. jusqu'à la version 8, je crois. Il y a quand même eu des innovations avec ces versions de navigateur, hein. On a la navigation par onglet. Ça peut paraître bête que je dise ça à ce moment-là, mais ça faisait quelques années et aucun navigateur n'avait géré le fait d'avoir plusieurs onglets. On a les extensions et pas les plugins. On a le DevTools qui apparaît à cette époque-là, donc on est très content. Mais Mozilla, bon, bah, ça devient quand même très lourd. Comme je le disais, ils ont quand même repris une majorité du code, hein. Il y a la gestion des mails, des forums, etc. La gestion web en plus. Mais du coup, en parallèle, en interne, il y a quelques développeurs qui vont travailler sur un nouveau projet qui s'appelle Phoenix. Bon, Phoenix, ça va être très vite renommé, mais du coup, on reprend ce qui marchait bien, en tout cas dans Mozilla. Donc l'intégration des extensions, alors l'utilisation de Xul, je l'ai appris avec ce talk, je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, ils vont renommer ça en Firefox, puisque bon, ils avaient décidé que ce serait un petit peu mieux. Et ça sort en 2004. Donc voilà à quoi ressemblait Firefox dans sa première version. Donc on retrouve toujours les boutons un petit peu restylisés, mais il y a un peu plus de couleurs. Ça ressemble un peu plus à ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. On a une deuxième version qui sort en 2006, et là, bah, je ne sais pas vous, hein, chacun son avis, mais je trouve quand même qu'on se rapproche quand même d'un navigateur assez moderne. Ça reste plutôt beau. Et voilà, donc on a vraiment les onglets qu'on peut ouvrir plusieurs, toujours la barre de navigation, les petits boutons, etc., etc. Et Apple dans tout ça? Parce qu'on a parlé de Microsoft, on a parlé de Mozilla, mais il nous reste encore des choses à voir. Alors Apple, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ce qui explique aussi le fait que Internet Explorer a monté dans les parts de marché, c'est aussi parce qu'ils ont passé un accord financier avec Apple. En fait, du coup, macOS distribuait gratuitement Internet Explorer, et du coup, pendant quelques années, ils ont lié des liens commerciaux, et du coup, il y avait Internet Explorer sur Mac. Mais la guerre des navigateurs étant finie, hein, Microsoft a carrément délaissé le support d'Internet Explorer pour Mac. Donc quand on était, nous, à la version 5, eux, ils étaient encore à la version 3 sur Mac. Et du coup, bah, Apple, comme vous connaissez aujourd'hui, hein, Apple, ils aiment bien avoir leur propre écosystème, donc ils vont commencer à chercher un nouveau moteur de rendu. Donc du coup, je vous ai parlé un petit peu de moteur de rendu. Un moteur de rendu, pour faire très simple, c'est vraiment la pièce ici en rouge qui va assembler plein de choses. Et c'est un peu ce moteur-là qui va être lié à toutes les performances que peut avoir un navigateur. Donc c'est aussi sur lequel se repose l'interface évidemment, mais en tout cas un moteur de rendu performant, bah, c'est forcément derrière une interface utilisateur qui est vraiment plus agréable. Alors à cette époque-là, quand Apple cherche un moteur de rendu, il en existe trois principaux. On a parlé de Geeko tout à l'heure. Il y a Presto, qui est fait par Opera. Donc, je ne parlerai pas d'Opera dans ce talk, pas parce que je voulais pas, c'est parce que j'ai pas forcément le temps. Mais on y reviendra tout à l'heure. Et on a KHTML qui est fait par Conqueror. Et Apple, en fait, ils vont choisir KHTML. Donc KHTML, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, on va en parler. Donc les distributions Linux, il y a plusieurs, ce qu'on appelle des desktop environnements ou environnements de bureau. En tout cas, pour faire simple, c'est plutôt un environnement graphique. Il y a GNOME, que je pense beaucoup de gens connaissent, mais il y a aussi KDE. KDE, bah, du coup, c'est une équipe qui est dédiée à ça, et eux, ils vont créer une librairie de rendu HTML qui s'appelle KHTML. Librairie de rendu, c'est pas vraiment un moteur, mais on s'y rapproche quand même pas mal. Et ils vont créer Conqueror, qui du coup vient de là.
Et Apple, ils vont faire, bah, c'est pas mal KHTML, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, on va en créer un fork et on va créer WebKit. Et de WebKit, on va créer Safari. Alors pour vous donner un exemple, pourquoi aussi ils ont choisi KHTML plutôt que Firefox. KHTML, c'est à peu près 150 000 lignes de code en C++. Mozilla, c'est 23 millions. Donc il y a aussi là le souci de performance. Donc c'est bien de partir d'un truc un peu plus léger. Donc Safari va y avoir plusieurs versions. Hein. Safari 1 en 2003, création des signets, donc des favoris, la fonction snapback. En 2005, ils vont instaurer la navigation privée. En 2007, et du coup, on va avoir beaucoup d'améliorations de performance au niveau du CSS, du JavaScript et du HTML. On a l'apparition d'Ajax, donc pour faire des requêtes asynchrones, et le support des SVG. En 2007, objectivement, même si j'aime pas trop Apple, Safari c'est le meilleur navigateur. Entre Apple et KDE, au début, tout se passe bien. Voilà, donc bon, ils sont plutôt contents de KHTML. KHTML, ils sont contents de voir ce qui se passe avec Apple. Ce qu'il faut savoir, c'est que KHTML, ils ont une licence LGPL. Alors, je ne détaillerai pas forcément la licence, mais dans l'idée, quand on utilise le produit sous licence LGPL, la personne qui l'utilise est censée remettre à disposition les modifications qu'elle a faites. Donc, dans l'idée, ce que fait Apple sur WebKit, ils doivent en informer KHTML et leur dire comment faire. Sauf que d'année en année, et le fait que on n'a pas forcément les mêmes dimensions d'équipe, Apple ça va très vite. Et du coup les relations ça devient de plus en plus tendu parce que ils vont devoir mettre de plus en plus de choses à jour côté KHTML et puis ça va pas forcément plaire, les idées d'Apple ça va pas forcément plaire à KDE. Et en 2005, pour clôturer un petit peu toute cette relation, Apple annonce rendre open source WebKit. Donc là, on fait un doigt un petit peu à KDE. Et du coup, c'est un peu de la fin de la relation Apple et KDE. Et là, bon il y a Google qui arrive. Et Google, j'ai pas 10 slides dessus. Hein, ça va très vite chez Google. Ils ont très vite compris que le navigateur, c'était très important pour mettre en avant ses produits web, parce qu'ils avaient déjà d'autres produits web. Hein. Ça peut paraître bête, mais les gens qui ne sont pas forcément initiés avec l'informatique, souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Sur leur téléphone, ils vont faire des recherches. Sur un ordinateur, ils vont faire des recherches web. Et en fait, du coup, ils avaient très bien compris que le navigateur, c'était vraiment très important pour toucher le plus de monde. Et puis, tout passe par le web. Hein. Ils avaient déjà Mail, Drive, Sheet, etc. Pendant qu'Apple cherchait son moteur de rendu, en fait, Google, ils avaient des liens très forts avec Mozilla et ils contribuaient beaucoup à Firefox. En fait, Firefox, du coup, c'était open source. Google, il contribuait beaucoup à ce navigateur-là. Et même les gens de chez Mozilla travaillaient dans les locaux de Google et avaient du coup de très bonnes relations. Sauf que, et oui, il existait aussi une version Firefox avec un mode Google. Donc en fait, c'était un peu le Google Chrome avant l'heure, mais en mode Firefox. Sauf qu'en fait, en parallèle de tout ça et un peu dans le secret, Google va créer Google Chrome. Alors Google Chrome, je vous ai montré tout à l'heure le fork de WebKit de KHTML, mais en fait, ils vont créer un fork de WebKit pour créer Blink qui va créer Chrome. Ça devient un peu, on se fait un peu des nœuds, mais voilà. C'est comme ça qu'ils vont un peu trahir tout le monde. Et le mot Chrome proviendrait, a priori, des références dans le code pour faire référence à l'interface graphique. Il y a aussi des gens qui disent que ça fait référence au Chrome qui était sur les voitures. Enfin, c'est vraiment ce qui fait référence à l'interface. Si je reprends mon graphique de tout à l'heure, donc on s'était quitté à peu près en 2008. Donc là, on a vraiment Internet Explorer qui est au prime time. Et en fait, en quelques années, Internet Explorer, ça chute carrément. Et puis en 2008, donc quand Google Chrome arrive, il faut quand même quelques années, mais ça commence à arriver au cours de 2010. Puis là, ça grimpe, et puis en 2012, ils ont carrément rejoint Internet Explorer, et puis après, ils les dépassent, et voilà. Et Google Chrome, en fait, c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle un navigateur Chromium. En fait, en 2008, en même temps que Chrome,
l'organisation Chromium Project, qui n'est pas vraiment Google directement, mais c'est Google quand même. Ils lancent Chromium. Et en fait, c'est un navigateur open source. Mais du coup, Google Chrome, c'est un Chromium. Et en fait, ça va super bien marcher parce que en fait, Microsoft Edge, qui est lancé en 2015 avec son moteur Edge HTML, en fait, ils vont passer à Chromium en 2020. Samsung Internet, c'est Chromium. Brave, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Chromium aussi. Opera, donc c'est pour ça que j'en ai pas forcément parlé. Ils sont assez vieux, hein, ils ont à peu près dans les mêmes temps que Netscape, etc. Ils vont avoir plusieurs moteurs de rendu, mais finalement ils vont passer en 2013 à Chromium. Et puis Electron, je pense que certains connaissent, mais c'est tout ce qui fait tourner Discord, Spotify, Deezer. C'est ce qui permet de faire des applications de bureau, mais avec du web derrière. Ça, c'est une petite infographie faite par le CERN que je trouve très intéressante et qui, en tout cas, résume un petit peu tout ce qu'on a pu voir depuis le début. Donc, on a du coup l'apparition de Nexus. Donc, Nexus, c'est le nom qui est donné au navigateur créé par Tim, mais voilà, c'est le 3W. On a de ça découle la lib 3W avec le navigateur en ligne de commande. On a du coup Mosaic qui a été créé à partir de ce qu'avait fait plus ou moins Tim. Du coup, Netscape qui a été créé pas à partir de Mosaic, mais en tout cas en concurrence. Spyglass qui, du coup, lui, part de Mosaic, etc. Donc on retrouve Internet Explorer et toutes les petites branches. Donc je trouve qu'elle résume plutôt bien tout ce qui s'est passé. On a aussi une énorme infographie qui est sur Wikipédia, qui est qu'on appelle Timeline of the Web. Alors je crois que ça s'affiche pas très bien, mais il y a plusieurs couleurs avec plusieurs groupes. Et on a un groupe avec Geeko. Donc en fait, à chaque fois que vous voyez une déviation de branche, donc chaque bulle c'est une nouvelle version. Et chaque déviation de branche c'est soit un nouveau navigateur, soit un peu un dérivé indirect de ce navigateur. Donc on retrouve trois groupes normalement avec des couleurs. Donc rouge c'est Geeko, bleu c'est Trident slash Edge HTML et puis en vert c'est KHTML, WebKit puis Blink. Un bonus, pas pour finir, mais pour finir sur cette partie-là en tout cas. Je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à regarder vos requêtes, mais en tout cas, dans les navigateurs, on a un header qui s'appelle le User Agent. Donc le User Agent, c'est quelque chose qui est envoyé au serveur, qui est censé décrire un petit peu la machine sur laquelle travaille l'ordinateur, quelle version de navigateur, etc. C'est hyper utile pour débugger quand il y a des problèmes de compatibilité. Sur Firefox, on va retrouver ce genre de choses, donc Mozilla, la version de Windows, Geeko. Donc Geeko, maintenant vous saurez que c'est le moteur de rendu. Et puis Firefox, puisque du coup il y a beaucoup de liens entre les deux. Côté Google, on va retrouver un peu les mêmes infos, mais on va avoir Apple WebKit, parce que du coup, vu que c'est un fork derrière, on retrouve les infos. Et puis on a même KHTML, voilà, like Geeko, donc ça veut dire que c'est un peu comme Geeko. Et du coup, on a aussi la notion de Safari, parce que du coup, Safari découle de WebKit. Côté Edge, c'est la même chose que Google Chrome, vu que c'est un Chromium. Là, la seule chose qui change, c'est que j'ai pris un tag comme si on était sur un Mac, mais voilà, dans l'idée, c'est la même chose. Hein. Donc là, on a les versions des OS en plus. Et puis côté Safari, on est un peu comme Google, mais voilà. Maintenant que je vous ai présenté un peu tout le web jusqu'à aujourd'hui, on pourrait aussi se demander c'est quoi le futur de demain? Parce que ça va vite, hein, le web, ça va très très vite. Pour cela, je vais vous présenter 4 outils que j'ai découverts. Donc j'espère que le Wi-Fi va bien marcher. On va commencer par ChatGPT Atlas. Donc il y a des petites vidéos comme ça, je ne sais pas si ça passera bien au rendu, mais en tout cas, il n'y a pas forcément besoin du son, c'est vraiment juste le rendu qui nous intéresse. Donc ChatGPT Atlas, c'est un propre navigateur, hein, c'est vu pour remplacer un navigateur complet, mais globalement, donc on commence par un prompt, c'est l'entrée même de l'utilisateur. Et en fait, ça va se dérouler avec un panneau de navigation sur la droite
Et en fait, c'est là où on va retrouver l'IA. Et en fait, l'IA va pouvoir analyser tout ce qu'on fait sur la page, même faire des actions à notre place, etc. Voilà, donc là, ils mettent plein de cas d'usage, etc. Mais du coup, bah, l'IA, le fait que ce soit un propre navigateur, je pense, ça facilite les interactions avec les sites, etc. Bon, je ne vais pas forcément aller au bout de la vidéo parce que ça n'a pas forcément l'intérêt ici, mais voilà. C'est pour vous présenter ça. On a Claude pour navigateur. Donc Claude, qui est du coup un peu le concurrent direct euh, à ChatGPT. Eux, ils voient un peu les choses différemment, mais c'est un peu. Enfin, ils voient pas un peu les choses différemment. L'approche est différente, mais dans le fond, c'est la même chose. Eux, c'est plutôt une extension. Donc vous gardez votre navigateur, mais vous installez l'extension Claude Code. Enfin, plutôt Claude, pas Claude Code. Mais bon, vu que c'est disponible que sur Google Chrome, bah en fait Mozilla par exemple ça marche pas. Euh, donc bah, tous les navigateurs qui sont Chrome dépendants, ça va fonctionner. Et c'est un peu la même chose que ChatGPT. Hein. Ils vont pouvoir faire plein d'actions directement sur ce qu'on est en train de faire. Donc là, ouais, ils font de l'édition en direct avec les retours utilisateurs, etc. Bon, pareil, je ne vais pas forcément aller au bout de la vidéo. On a sinon Comet, qui est un peu moins connu, qui est fait par Perplexity. L'approche, elle, c'est on démarre d'un prompt. Alors, on reste quand même sur le site du navigateur, mais on peut quand même changer d'URL. Mais on commence par un prompt, on dit bah voilà, moi je vais partir en vacances là ou là, qu'est-ce que tu me proposes? Et en fait, au fur et à mesure de la recherche, il y a des liens qui vont se mettre ici. Donc que ce soit des liens, des images, directement des réservations d'hôtels. Et c'est vu vraiment comme un assistant pur. Là où avant c'était plus un assistant pour faire des actions là où j'étais, là c'est lui qui gère là où ce que je peux faire. Et pour finir, on a mon préféré, Google Disco, qui n'est pas encore disponible. Alors j'ai pas précisé, ChatGPT Atlas c'est disponible que sur Mac pour l'instant. Google, du coup, Claude, c'est disponible que sur les navigateurs Chromium en extension. Comet, c'est déjà disponible. Et on a Google Disco qui n'est pas encore disponible. Alors, je vais mettre peut-être en plein écran. Alors là, l'approche est un peu. Enfin, on commence toujours par un prompt en disant bah voilà, je vais partir en voyage. Mais il y a quelque chose d'un peu plus sympa qui se fait, je trouve. Alors après, est-ce qu'il y a vraiment de l'utilité à ça? On va voir. Mais donc là, il fait une recherche classique de là où je pourrais partir en vacances, des activités que je pourrais faire. Ouais, donc là, il veut chercher des choses dans les marchés, etc. Donc on commence à avoir pas mal de liens. Et en fait, c'est là où ça commence à être un petit peu. Alors je crois que j'ai mon lien ici, bon, c'est pas grave. C'est là où ça commence à être un peu innovant, c'est qu'en fait, ils proposent de créer une app euh, dynamique. Donc en fait, ils appellent ça les Gen Tab. Et en fait, là du coup, l'IA a carrément créé un onglet interactif avec la localisation là où je voulais aller. Et c'est quelque chose de dynamique. Donc en fait, là, il va dire bah, ajoute la météo. Donc sur mon calendrier, ça va aller chercher la météo et ça va dire euh, bah voilà, sur ces jours-là, tu as la météo. Donc après, est-ce que j'ai vraiment envie d'utiliser toute cette énergie pour faire deux, trois recherches? Je sais pas, mais en tout cas, ça a une approche un peu plus innovante, je trouve, que les autres qu'on a pu voir juste avant. Voilà, ça s'appelle Google Disco. Et du coup, bah, j'en ai fini avec ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.
le navigateur, on basculait sur les différents moteurs pour valider les différents trucs propriétaires de chacun des moteurs et faire les rendus. Ok, bah ok. C'était le point intéressant à un moment donné. Ils ont arrêté, c'est pas super bien. Avoir 4 ou 5 moteurs avec le Chrome, Firefox, Opera qui avait aussi un plus un Explorer dans le même. C'était sympa. Ok. Je répète peut-être pour le live, Si mais tu arrives à synthétiser, vas-y. oui, mais du coup, Opera, ils avaient du coup plusieurs moteurs de rendu qu'on pouvait choisir, qu'on pouvait basculer dynamiquement. Donc c'était un peu innovant. Bon, du coup, ils ont pas gardé ça. Ouais. Est-ce que dans des pays genre en Inde ou en Chine, ils utilisent Chrome, Firefox, tout ça, ou ils ont leur propre truc à eux, comme ils sont des écosystèmes très fermés? Alors, la question c'est est-ce qu'ils utilisent tous les outils que nous on a au côté occidental? Les navigateurs, Le navigateur, honnêtement, je sais pas. Je pense que non. Dédié. Dédié, ouais. C'est beaucoup intégré dans WeChat. D'accord. Ils ont leur super app qui est WeChat et avec WeChat, c'est Oui, il y a tout WeChat. est absolument tout. D'accord, ok. Sur un réseau social, c'est un navigateur, un forum. Vous avez d'autres questions? Oui, vas-y, vas-y. C'est quoi ton navigateur préféré? Alors, euh, c'était Mozilla, pour les raisons qu'on a pu voir. Je trouve que, en tout cas, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il mettait, en tout cas, en œuvre les bienfaits de ce qu'il voulait faire par rapport au web, etc. Par rapport à la confidentialité des données aussi notamment. Et en fait, ils ont annoncé en décembre ou novembre, je ne sais plus, le fait que du coup pour l'IA aussi, pour se mettre à jour, bah, ils allaient commencer à utiliser nos données. Donc, bah, je n'ai pas forcément de navigateur préféré maintenant, mais en tout cas, ce talk, en tout cas, je trouve, fait un peu réfléchir. Et puis avec tout ce qui se passe en ce moment,